Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Deux adresses à retenir. Notre maison d'édition et boutique en ligne, c'est ressourcesprimordiales.com. Ressources et primordiales au pluriel, un trait d'union entre les deux. Ressources-primordiales.com. Vous trouverez toutes nos publications, les livres que j'ai traduits et que nous publions. Et tous nos livres sont disponibles aussi chez tous les libraires de France, y compris évidemment les plateformes de vente en ligne. Les formations autour de toutes les thématiques que j'aborde, c'est reflex.org, reflex avec un S. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je me promène et je partage un certain nombre de choses avec vous. Alors aujourd'hui, deux choses. Je vais parler des deux centres de gravité de l'être humain. Très intéressant de savoir ça, nos deux centres de gravité. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et puis je vais vous parler d'une réflexion qu'on a faite sur le schéma corporel et qu'on veut développer dans les prochains mois. Et puis voilà, ça va bien déjà nous occuper. Donc j'ai déjà parlé dans des épisodes de podcast précédents de notre ligne de gravité. La ligne de gravité qui est cette ligne imaginaire, parce que c'est une ligne de force, donc c'est pas quelque chose qui est représenté physiquement dans notre corps, c'est une ligne imaginaire qui nous traverse, on pourrait dire de la tête aux pieds. Pourquoi c'est une ligne imaginaire? Parce que comme vous le savez, notre colonne vertébrale fait un S. C'est de loin beaucoup plus efficace qu'une colonne vertébrale qui serait droite, qui empêcherait le mouvement, qui empêcherait de tenir debout, etc. Mais néanmoins, on tient debout. On a cette colonne vertébrale en S avec le poids très lourd de la tête en haut, des tout petits pieds en bas, et malgré tout, on tient debout. C'est-à-dire que donc, on a un vecteur de force qui va du sommet de la tête jusqu'entre nos deux pieds, qui fait qu'on tient debout en équilibre sans quasiment d'effort, quasiment tout seul. Eh bien, cette ligne de force qui nous traverse, c'est ce qu'on nomme la ligne de gravité. Et cette ligne de gravité, elle nous traverse au centre et elle permet, si je puis dire, les mouvements entre droite et gauche, ce qu'on appelle, nous, les mouvements liés à la dimension de la latéralité, c'est le plan frontal, et puis les mouvements entre avant-arrière, qu'on appelle le plan sagittal, qu'on aime bien appeler le plan de la roue, ce qui nous fait aller vers l'avant, le plan sagittal. Et donc je peux aller de part et d'autre de cette ligne en avant, en arrière, ou de part et d'autre de cette ligne à droite, à gauche. Bien sûr, je peux monter et descendre le long de cette ligne en permanence sur la verticalité de cette ligne, ce qui fait que je peux me baisser, m'accroupir et me relever et même sauter. Là, comme vous le savez, je suis en train de marcher. Quand je marche, bien, mes jambes sont à droite et à gauche de cette ligne. Donc c'est ma jambe droite qui alternativement fonctionne avec ma main gauche. Il se trouve qu'il fait froid aujourd'hui, j'ai les mains, et je l'avoue, dans les poches, donc mes bras ne sont pas actifs, mais c'est vrai que si mes bras étaient ballants, eh bien ils bougeraient en contre-latéralité avec mes jambes. Donc il y a un mouvement droite-gauche de part de cette ligne médiane, mais mes jambes, elles font quoi? Elles vont de arrière à avant, de arrière à avant. Donc elles se déplacent d'arrière et d'avant de cette ligne de gravité, puisqu'en fin de compte, je ne tombe pas, je me rattrape à chaque fois que ma jambe se lance en avant, tout le poids du corps part en avant, et tout est rattrapé par un mouvement fluide caractéristique de l'être humain bipède. Mais en même temps, si vous avez déjà vu des vidéos qu'on voit dans les films, parfois des foules qui marchent dans la rue, et on voit qu'il y a un mouvement vertical, on voit les têtes qui montent et qui descendent. C'est assez bizarre parce qu'on ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours, mais quand on voit ces vidéos, on voit que ça monte et que ça descend quand on marche. Donc, sans m'en rendre compte, j'ai un mouvement qui monte et qui descend, ce qui est en fait assez logique parce que je fléchis les genoux, je ne peux pas marcher les jambes raides et tendues. C'est à partir des genoux qu'il y a un mouvement. Et donc, il y a un mouvement de flexion-extension de jambes, subtil certes, mais présent, qui fait qu'en définitive, j'agis sur les trois axes de cet axe de gravité, de cette ligne de gravité, qui est droite-gauche, au bas et avant-arrière. Donc les trois dimensions sont impliquées. À vrai dire, dès qu'on fait un mouvement, on implique les trois dimensions puisque tout mouvement se fait dans l'espace. Et à partir du moment où l'univers, l'espace est tridimensionnel, eh bien évidemment, tout déplacement dans cet espace implique trois dimensions.
Et la dernière dimension, hein, dans l'univers, c'est la quatrième dimension, c'est le temps. Et donc évidemment, tout mouvement vient s'inscrire dans le temps. Début du mouvement, milieu du mouvement, fin du mouvement, etc. Ok. Nous, cette ligne de gravité, on l'associe à ce qu'on appelle un réflexe, le réflexe de gravité. C'est un réflexe de vie. Pourquoi? Parce que, sincèrement, j'essaye de vous expliquer les petits trucs que je suis en train de faire quand je marche, droite, gauche, au bas, en arrière, mais la réalité, c'est que ça se fait tout seul. Je suis en train de parler pendant que mes jambes marchent, si je puis dire. Donc tout cet équilibre autour de cette ligne de gravité, ce sont toutes les réactions réflexes, qu'on appelle plutôt les réactions, les réponses des réactions réflexes, qui sont les réactions d'équilibre et de stabilité. Quand on y pense, c'est assez extraordinaire. Si vous écoutez des gens comme Cathy Bowman, la célèbre biomécanicienne, ou chez nous, les posturologues, si vous regardez un petit peu ou même les podologues ou les kinésithérapeutes, ce qu'ils apprennent lors de leurs études sur comment on tient debout, comment on bouge, les vecteurs, comment, oui, on vectorise tout ça en mathématiques, etc., c'est d'une complexité phénoménale. Et au fur et à mesure des années, explique Cathy Bowman, c'est intéressant, elle a dit quand elle a commencé ses études, il y avait une dizaine de vecteurs différents qui représentaient différentes articulations, etc. Et aujourd'hui, on en est à plusieurs centaines. C'est-à-dire que, en fait, la complexité posturale est phénoménale. On doit ajouter tous les capteurs nerveux, les propriocepteurs, etc., etc. C'est phénoménal de voir comment, finalement, nos systèmes nerveux, et j'inclus dedans toutes les créatures animales, comment nos systèmes nerveux ont cette capacité phénoménale à organiser le mouvement. Parce qu'on n'est pas au sommet de la création de rien du tout. Je veux dire, je prends la simple mouche, c'est quand même extraordinaire, les vols et la précision des vols de mouches, que nous-mêmes, avec nos mains, on n'arrive jamais à écraser cette mouche entre nos mains, tellement elle est capable de finesse, de rapidité, de précision dans son mouvement. Prenez la nage du dauphin ou de n'importe quel poisson, c'est quand même phénoménal. Et je ne vous parle même pas du vol des oiseaux. Donc tout ça, là, c'est extraordinaire. J'imagine bien que l'oiseau, tout ce qui le motive, c'est de chanter ou de manger des vers de terre ou des insectes. Et il ne s'occupe pas tant de son vol, pas plus que nous, on s'occupe d'organiser nos mouvements, ça se fait tout seul. Je conduis ma voiture, je sais où je veux aller, et ça se fait tout seul. Je la conduis, comme on aime dire, en pilote automatique. Donc, c'est pourquoi, en intégration motrice primordiale, nous n'avons pas peur de dire que ce sont des réflexes. Notre rapport à la gravité, c'est un réflexe. Alors évidemment, dans la définition de réflexe, il y a un stimulus qui crée une réaction. Le stimulus, c'est quoi? C'est la gravité, c'est la force de gravité. Et en permanence, j'agis face à cette force de gravité pour ne pas tomber et pour ne pas me retrouver aplati au sol en permanence. Chaque mouvement que je compose dans l'espace tridimensionnel, chaque mouvement, c'est euh, j'allais dire c'est un défi face à la gravité, mais en tout cas doit s'organiser face à cette gravité constante, à laquelle d'ailleurs nous ne faisons même plus attention, sauf quand on se retrouve avec un trouble du système vestibulaire par exemple. Et à ce moment-là, alors que nous ne sommes pas paralysés, alors que notre cerveau fonctionne parfaitement et notre système nerveux, si le système vestibulaire dysfonctionne, eh bien, on n'arrive plus à organiser nos mouvements, on ne peut plus s'asseoir. Intellectuellement, on sait, il faudrait que je mette ce bras comme ceci, cette jambe comme ceci, mais ça ne fonctionne. Enfin, on peut, mais on ne peut pas tenir debout, on tombe. Notre cerveau n'arrive pas à rattacher les mouvements que l'on fait à ce qu'on voit, par exemple. Je peux en parler parce que ça m'est arrivé un jour d'avoir un trouble du système vestibulaire qui n'a duré, Dieu soit loué, que 3 jours. Eh bien, je ne peux pas tenir assis, je ne peux pas marcher debout sans que des gens me soutiennent de côté, etc. C'est terrible. Et le seul problème ici, c'est un petit dysfonctionnement dans le système vestibulaire. À l'instant où ce trouble vestibulaire disparaît, vous vous remettez debout, vous marchez comme si de rien n'était, vous êtes bien coordonné. Donc c'est absolument magique, c'est réflexe. Mon système vestibulaire dysfonctionne, je sais tout comment il faut faire pour marcher debout, j'ai fait ça depuis des années et des années, de toute ma vie, et pourtant incapable de le faire sans mon système vestibulaire. Donc vous voyez, ces réflexes fonctionnent évidemment en lien avec ce qu'on appelle les sens spéciaux, le système vestibulaire, le système tactile, etc., etc., coordonné avec le système visuel, bien sûr. Alors, je voulais parler de 2 centres de gravité. Premier centre de gravité, évident, la zone du nombril. Si, en fait, on vous met tout droit sur une balance, enfin, sur une vieille balance, c'est-à-dire si on cherche à équilibrer votre corps, comme quand on met quelque chose sur un crayon sur notre doigt,
quand on pose le milieu du crayon pile poil sur notre doigt, il tient en équilibre comme un balancier entre droite et gauche, il tient en équilibre. Eh bien, si on met un corps en équilibre sur un balancier, eh bien l'équilibre est au niveau du bassin. Voilà, au niveau du bassin, c'est logique. Voilà, si on mesure un corps humain, alors évidemment, c'est pas si simple que de mesurer au centimètre près parce que c'est là où il y a le poids, étant donné qu'il y a des zones du corps qui sont plus ou moins lourdes, les jambes, la tête, etc. Mais grosso modo, si on vous mesure et qu'on équilibre les différents poids du corps, le milieu se retrouve peu ou prou au niveau du nombril, un petit peu en dessous, nous disent les experts. De même, j'adore faire ça si je m'allonge au sol, jambes légèrement écartées et bras au-dessus de la tête légèrement écartés en V, donc en étoile, à la manière du fameux homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Eh bien, si je tire une ligne entre bras droit, jambe gauche et bras gauche, jambe droite, je forme un X dans mon corps. Le centre de ce X se retrouve là aussi à peu près au niveau du nombril. Donc ça, c'est le premier centre de gravité, et c'est le centre de gravité dont tout le monde parle, que tout le monde connaît. Voilà. Les Japonais ils disent le hara, les Chinois ils disent le tantien, c'est les ventres, c'est le nombril, c'est le centre du corps, c'est... voilà. D'autant plus intéressant, symboliquement, que c'est par ce fameux nombril, cordon ombilical, que nous avons été nourris, et on pourrait dire de ce fait que notre premier centre de gravité, énergétiquement, c'était notre nombril. C'est par là que nous avons pu grandir, nous nourrir, via notre placenta et le corps de notre mère. C'est par là qu'on a été oxygéné, que les nutriments sont rentrés dans notre corps, que les mitochondries également ont pu nous fabriquer parce qu'ils étaient bien nourris, etc. Et donc on peut dire que, énergétiquement parlant ou émotionnellement parlant, vous voyez le mot qui vous plaît, nous nous sommes construits ainsi dans le ventre de notre mère. C'est comme si dans le ventre de notre mère, où il n'y avait pas de gravité, eh bien, nous étions comme une roue avec le centre qui est notre nombril, notre cordon ombilical, et nous avons pu tourner dans tous les sens dans ce liquide amniotique, dans nos ventres maternels. Nous avons pu tourner dans tous les sens autour d'un axe, et cet axe, c'était notre nombril. Je ne sais pas pourquoi, moi, ce nombril, il aurait pu être ailleurs dans le corps. Il se trouve que c'est parce que le système digestif est là, je suppose, que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il se trouve que c'est le centre de gravité du corps. Donc c'est amusant de savoir que quand nous nous sommes développés en intra-utérin, notre centre, d'une certaine manière, notre centre, alors là je ne vais pas dire de gravité, puisque justement c'était en apesanteur dans le ventre de nos mères, mais notre centre à partir duquel nous avons organisé le mouvement était bien ce nombril, et dès que nous venons au monde, on coupe le cordon ombilical, et notre centre de gravité, c'est toujours ce nombril. Donc on va rester connecté à ce nombril, et à partir de là, le bébé va pouvoir organiser tous ses sens, tout son corps, toute sa motricité, etc., etc. Mais on doit en venir à notre deuxième centre de gravité, parce qu'il y en a un deuxième, et il est majeur. Dès que le bébé sort du ventre de sa mère, en quelques minutes, ce cordon ombilical va cesser de battre. Donc et pour une bonne raison, c'est que le bébé avait dans le ventre maternel un réflexe très présent, un réflexe aquatique très présent, qui s'appelle le réflexe apnéique, ou tout simplement réflexe d'apnée. Ce réflexe apnéique, c'est que quand les voies aériennes, c'est-à-dire le nez, est en contact avec un liquide, eh bien, on arrête de respirer. Attention, c'est valable que chez le bébé et pendant quelques mois après la naissance. Puis, dès que, c'est ça qui est magique, les voies aériennes rencontrent pour la première fois de l'air, eh bien, le bébé va se mettre à respirer. Il avait un réflexe qui l'empêchait de respirer dans le ventre de la mère, le réflexe apnéique, et dès qu'il sort la tête de l'eau, si je puis dire, il se met à respirer. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce réflexe apnéique va perdurer pendant plusieurs mois. Et vous connaissez le principe des bébés nageurs, où on fait nager des bébés, tout simplement, et quand les bébés sont dans l'eau, et quand ils ont la tête sous l'eau, et quand ils vont plonger véritablement, si on les jette dans l'eau, si je puis dire, les bébés vont rester à sourire, ils vont retenir leur respiration, et puis dès que leur tête se retrouve dans l'air, eh bien, ils vont se remettre à respirer. Et c'est un réflexe qui dure plusieurs mois après
la naissance. Si on l'entraîne, c'est-à-dire si on fait les bébés nageurs, eh bien ces bébés en grandissant à 9, 10, 11 mois vont apprendre à retenir la respiration là volontairement tout d'un coup quand ils mettent la tête sous l'eau et n'auront en général jamais peur de l'eau, seront toujours à l'aise et sauront quoi faire quand ils se retrouvent dans l'eau. J'ai fait des podcasts sur le sujet, etc. Maintenant, à la naissance, le bébé se met à respirer par, on pourrait dire, l'inhibition de ce réflexe apnéique d'une certaine manière. Il est en contact avec l'air, il se met à respirer. Mais il se passe d'autres phénomènes fascinants. Évidemment, vous le savez que va se mettre en place à ce moment-là une nouvelle circulation sanguine puisque ce placenta va mourir, il va être expulsé, donc je ne pourrai plus être nourri en nutriments et en oxygène. Il va falloir que je fasse les choses moi-même. Et donc, il va falloir que j'active une première branche de ce que nous appelons l'étoile à 6 branches ou de la radiation du nombril, qui est la branche où l'énergie doit passer du nombril. Et quand je dis l'énergie, ici, je pense à la nourriture et à l'air et à l'oxygène, doit passer du nombril à le nez, la bouche. Le nez pour respirer, la bouche pour m'alimenter. Ça, c'est absolument fantastique. Une nouvelle circulation sanguine se met en place, je ne fais plus appel à mon placenta, je vais devoir être autonome pour ma circulation sanguine, me nourrir. Évidemment, le cœur fonctionne depuis très longtemps déjà, depuis le tout début de l'état embryonnaire, mais la respiration se met en place et le bébé va être capable, en quelques minutes, de téter. Et je dis ça comme si c'était une banalité, le bébé va être capable en quelques minutes de téter. C'est quelque chose d'extrêmement complexe qui nécessite une force immense, la capacité à aller tirer le lait, à coordonner sa langue avec des mouvements de mâchoire, avec la déglutition, tout en arrêtant à chaque déglutition la respiration. Donc c'est assez phénoménal de voir que le bébé, dès la naissance, en quelques minutes, est capable de faire cette gestuelle succion. Alors il y a d'autres réflexes, un réflexe de fouissement, réflexe de succion, réflexe de déglutition, réflexe nauséeux qui doit s'interrompre aussi, réflexe respiratoire et apnéique qui doivent se coordonner, réflexe paume-bouche de Babkin au niveau des mains pour favoriser l'ouverture de mâchoire. C'est un réflexe qui, quand on appuie dans la paume du bébé, fait ouvrir la mâchoire. On a les réflexes au niveau des pieds, comme le réflexe de Babinski, qui va activer la posture, qui va stabiliser la posture, permettre des mouvements au niveau du dos avec le réflexe spinal de Galland, spinal de Pérez, des réflexes au niveau du cou qui vont permettre au bébé donc de stabiliser toute sa posture pour être capable d'utiliser cette force extraordinaire de succion. Et là apparaît ce deuxième centre de gravité qui est la zone péribuccale, nez, bouche. Et ça, c'est absolument majeur. Avant de développer ça en disant c'est quoi un deuxième centre de gravité, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir plusieurs choses. Il faut revenir encore à l'état embryonnaire avec cette idée que le développement humain se fait dès l'état le plus primitif embryonnaire en céphalo-caudal et en proximo-distal. Tous les kinés, toutes les psychomotes, tous les ergothérapeutes, tous les spécialistes du développement ont appris par cœur ça, puis ont étudié ça à la fois au niveau embryologique, neurologique, mais aussi à la fois au niveau d'observer les bébés qui se développent et les mouvements qu'il met en place. Donc je répète, le développement se fait en céphalo-caudal, ça veut dire de la tête vers la queue, pour vous, on aurait tendance à dire de haut en bas, mais pour l'embryon qui est dans le ventre de la mère, il n'y a pas de haut, de bas, ni de droite, ni de gauche, ni d'avant, ni d'arrière. Ce sont des références qui n'existent que quand on est face à la gravité. Donc, par contre, la référence qui existe, c'est pour ça que médicalement on dit, c'est de la tête vers la queue, céphalo-caudal. Et en proximo-distal, ça veut dire du centre vers la périphérie. Notez que quand on vieillit ou quand on a une maladie dégénérative, et ça c'est très important de comprendre ça, les pertes se font dans l'inverse. Les pertes se font d'abord en caudal vers le céphalo et de distal à proximal. C'est-à-dire qu'on va perdre, par exemple, l'usage de notre périphérie. Et évidemment, quand c'est le centre, ça semble évident, mais encore fallait-il le savoir. Et puis ensuite, quand on perd le centre, eh bien, c'est la mort. C'est-à-dire que le système nerveux étant le plus au centre, colonne vertébrale, le cerveau étant le plus en haut, c'est ce qui va être privilégié. Donc c'est la première chose qui se développe, le système nerveux central, puis connexion vers la périphérie. Et quand on vieillit, ou quand on vieillit prématurément, ou avec des maladies dégénératives, mais on va perdre la motricité et on va perdre l'usage de la périphérie.
jusque l'axe, jusqu'au cerveau, et quand le cerveau est atteint, c'est évidemment le décès. D'où l'importance, c'est bizarre, hein, mais d'où l'importance de privilégier la périphérie. Parce qu'en travaillant la périphérie, on protège le centre. On protège le centre. Une des choses qui est le plus... En fait, les deux tests les plus valables... Enfin, il y a trois tests. Allez, il y a les trois tests les plus valables scientifiquement en gériatrie pour évaluer, si je puis dire, les mois ou les années qui me restent à vivre, pour savoir si je suis sur la mauvaise pente quand une maladie m'atteint. Ces trois tests sont les tests suivants. La force des doigts, premier test, c'est la périphérie, hein. Donc on sait que quand les personnes âgées perdent au niveau de la force des doigts, ça va toucher ensuite le centre, ça y est, la périphérie est touchée. Donc 1, la force des doigts. 2, l'équilibre sur une jambe. Donc le test médical, alors le test pour la force des doigts, pardon, c'est un appareil, un dynamomètre. Vous avez une sorte de poignée qu'on vous demande de serrer de toute votre force, et puis il y a une aiguille qui montre le nombre de kilos que vous écrasez comme ça, et selon votre âge. C'est très amusant, c'est selon votre âge, selon votre sexe, évidemment, chez les hommes c'est un peu plus fort que chez les femmes, et selon, ça c'est très très amusant, que vous êtes d'origine africaine, donc noire de peau, d'origine asiatique, plutôt jaune de peau si je puis dire, ou d'origine européenne, plutôt blanc de peau. Eh bien ce ne sont pas les mêmes chiffres. Et donc c'est important, les médecins prennent en compte cette variabilité, parce que si vous êtes un blanc, un noir ou un jaune, eh bien c'est pas les mêmes valeurs de référence, et quelque chose qui pourrait être considéré comme limite pour une certaine couleur de peau n'est pas tout à fait pour une autre. Donc ça c'est très très bizarre à savoir, mais c'est pas autant que la différence homme-femme, et évidemment la différence liée à l'âge. Et donc c'est très intéressant, moi j'ai ça à la maison, hein, ça coûte pas très cher, un dynamomètre, pour observer où j'en suis par rapport à ma classe de population dans laquelle je suis, avec mon idée, en discutant avec des kinés, des médecins, etc., avec l'idée de toujours viser la partie haute de la classe d'âge dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Parce que de nos jours, on a tendance à faire baisser les normes. Et vu que l'ensemble de la population chute, on a des normes plus basses. Or, ces normes plus basses, c'est pour considérer qu'est-ce qu'est la normalité, mais pas qu'est-ce que la santé optimale. C'est la même chose pour des dosages, je ne sais pas quoi, je vais dire n'importe quoi, d'iode ou de, je sais pas, vitamine D, etc. Certains médecins préconisent de viser la norme haute et pas la norme basse, et d'être plutôt, voilà, vous avez compris le principe. Donc ici, le dynamomètre pour mesurer la force des doigts, c'est très important. Deuxième chose, donc je l'ai dit, l'équilibre sur une jambe. On demande aux gens de se mettre debout sur un pied, et pour éviter les mouvements parasites, que si vous êtes, par exemple, vous mettez la jambe gauche au sol, et à ce moment-là, on va demander de lever le pied droit et de le coller, l'arrière du pied, le coup de pied, dans votre mollet, au niveau du mollet de la jambe tendue, gauche, et de tenir comme ça, debout, en équilibre, sur un pied, comme un héron, un petit peu. Et on compte le nombre de secondes vous êtes capable de rester debout comme ça. Ça a l'air ridicule. Qu'est-ce que tu racontes, Paul? C'est un test scientifiquement valide pour évaluer votre espérance de vie, si je puis dire, et de où on en est, parce qu'une personne âgée qui perd l'équilibre, c'est très mauvais pronostic, qui n'est pas capable de rester une dizaine de secondes au moins, c'est très mauvais pronostic. Donc 1, la force des doigts, 2, l'équilibre sur une jambe, et 3, c'est le souffle maximal que vous pouvez faire en 1 seconde. Ça porte un nom, c'est quelque chose de spécifique. J'ai fait, je crois, un des premiers épisodes de podcast que j'ai fait en balade avec Paul, j'ai parlé de ça. Donc vous avez un appareil, un spiromètre, ça s'appelle, un spiromètre, et tout simplement, il y a un embout, et on va vous demander de souffler à fond dans cet embout. Et l'appareil mesure votre force maximale pendant 1 seconde d'expiration de l'air. Et ça, c'est un des plus grands paramètres qui existent pour évaluer votre santé globale. Ça veut dire plus ma capacité pulmonaire est bonne et importante, plus ça veut dire que je suis en bonne vie, si je puis dire. Évidemment, plus elle est faible, et c'est pareil par rapport à une classe d'âge, etc., plus c'est différent. Là, j'ai l'impression que je suis en train de dire une bêtise, et je m'en excuse. Les choses se sont mélangées dans ma tête. L'histoire que j'ai racontée pour noir, blanc, jaune n'était pas erratum, n'était pas pour la force des doigts. Je crois que je viens de dire une grosse bêtise, et je vous prie de m'excuser. C'était par rapport au souffle. C'est le souffle qui est différent par rapport aux capacités pulmonaires, jaune, noir, blanc. Donc tout ce que j'ai dit sur il faut comparer la classe d'âge, homme, femme, et jaune, noir, blanc, origine asiatique, origine africaine ou origine européenne, ce n'est pas
lié à la force des doigts, excusez-moi, c'est lié au souffle maximal en 1 seconde. Voilà, expiration maximale sur 1 seconde. C'est là où il y a des divergences qu'il faut tenir compte quand on veut faire un bilan médicalement parlant, s'entend. Donc, écoutez bien, les 3 critères les plus validés scientifiquement aujourd'hui pour voir où j'en suis dans mon vieillissement prématuré par rapport à ma classe d'âge, etc. Ce n'est pas une prise de sang magique, ce n'est pas une analyse dans un scanner cérébral, machin truc, ce n'est pas des tests cognitifs, ce n'est pas tout ça. Sont la force des doigts avec le dynamomètre, la force du souffle maximal en 1 seconde avec un spiromètre et éventuellement l'équilibre sur une jambe. Donc tout le monde peut faire ces 3 tests très facilement. Pareil, un spiromètre, ça coûte une soixantaine d'euros. Attention, sur Internet, on vend des spiromètres avec une petite balle qui monte, mais ce n'est pas un vrai spiromètre. Un vrai spiromètre, c'est on souffle dans un embout et il y a une mesure qui est faite. Dynamomètre, voilà. Et puis le troisième, un dynamomètre, ça coûte une cinquantaine d'euros sur Internet, je crois aussi. Et puis le test en équilibre sur une jambe, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que tout d'un coup, on se rend compte que les choses qui nous affectent le plus au niveau du vieillissement, c'est la force musculaire, numéro 1. 2, notre équilibre. Je suis parti de notre histoire de ligne de gravité. C'est là où on va, nos 2 centres de gravité. Notre équilibre, notre capacité à faire face à la gravité et à rester en équilibre, donc tout le système vestibulaire, proprioceptif, etc. Et 3, la force du souffle, donc notre cardiovasculaire. Et ça nous incite à réfléchir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ce point que le développement se fait en céphalo-caudal et en proximo-distal. Et donc là, on est tout à fait dans ça. C'est de vérifier par l'équilibre, par la force des doigts, ce développement au niveau plutôt, on va dire, périphérique et vestibulaire. Et puis la force du souffle qui est au niveau central. Quand la force du souffle est affectée, ça indique beaucoup de choses. Ce développement céphalo-caudal et proximo-distal se fait ainsi dès les premières organisations embryologiques. Et de fait, les premiers mouvements que l'on peut trouver, on va dire, organisés de l'embryon, c'est autour de 9, 10, 11, 12, 13, 14 semaines où les choses se renforcent. Donc c'est très tôt, où on voit, première réaction, s'appelle réflexe de retrait, withdrawal reflex en anglais. Le réflexe de retrait, c'est un réflexe qui se produit au niveau de la bouche, la zone qu'on dit péribuccale. Si je touche un embryon n'importe où sur son corps, il ne réagit pas. Au tout début, vers les semaines 10, 11, 12. En revanche, si je touche un embryon sur la zone péribuccale, il réagit par un réflexe de retrait. Plus tard, ce réflexe de retrait va se retrouver sur tout le corps. Si je vous pique un bras ou à une jambe, vous allez retirer, avec une petite aiguille, vous allez retirer votre bras et votre jambe. Ça s'appelle réflexe de retrait. Et ça se produit chez le bébé à la naissance. Tout son corps fait un réflexe de retrait là où ça fait mal. Ça semble logique. Ses membres font un réflexe de retrait là où ça fait mal. Mais la première apparition de ce réflexe de retrait, c'est au niveau péribuccal. On comprend puisque le système nerveux se développe, vous comprenez, en céphalo-caudal. Donc ça se développe d'abord la sensibilité et la motricité au niveau du cerveau, au niveau des voies aériennes, au niveau de la bouche, au niveau du nez, et ensuite ça va aller dans tout le corps. Les connexions vont se faire. Parallèlement au développement de ce réflexe de retrait, va se mettre en place un réflexe capital, un des réflexes les plus importants, qui s'appelle le réflexe nauséeux. En anglais, c'est gag réflexe, G-A-G. Un gag réflexe, le réflexe nauséeux. Qu'est-ce que c'est le réflexe nauséeux ? C'est la protection des voies digestives aériennes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de laisser rentrer dans notre bouche, au moment où elle est en train de se former, n'importe quoi. Si d'abord, il ne faut pas que quelque chose aille du côté des poumons, évidemment. Il y a des choses qui se passent, il y a une gare de triage au niveau de la gorge. Est-ce que c'est de l'air qui passe, tu rentres par ce tuyau? Est-ce que c'est des choses qui sont bonnes à manger, ça rentre par ce tuyau? Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas censé rentrer dans la bouche qui rentre, réflexe nauséeux, régurgitation, il faut que ça sorte. C'est une question de survie. Si on avale, si évidemment quelque chose va dans les poumons et qui obstrue la voie des poumons, on ne peut plus respirer, on est mort. Si vous connaissez tous les trucs,
trachéotomie, etc. Voilà, la manœuvre de Heimlich pour faire sortir quelqu'un qui aurait pris quelque chose dans la mauvaise voie et qu'il faut faire sortir. On attrape la personne par derrière, on met nos poings sous le creux de au niveau de l'épigastre, donc sous les côtes, et paf, on remonte très fort en tirant vers soi, on remonte très fort vers le haut, et c'est censé, pouf, faire sortir avec la compression de l'air qui était dans les poumons, voilà, faire ressortir la chose qui coinçait. Mais évidemment, il ne s'agit pas que quelque chose qui ne devrait pas rentrer aussi dans mon tube digestif ne rentre. Alors là, on aura le réflexe de régurgitation qui est un peu différent. Si j'ai mangé quelque chose d'empoisonné ou dangereux pour moi, je vais avoir un réflexe qui fait que mon estomac rejette les choses et je vais vomir pour éviter que ça aille ensuite dans mon système digestif. Parce que tant que c'est dans l'estomac, c'est pas un problème, hein. C'est l'acide chlorhydrique, c'est tout ça. L'estomac, il n'y a aucune assimilation dans l'estomac. C'est juste un broyage, mais l'estomac détecte, c'est dangereux, il faut que ça ressorte. Mais quand ça passe dans l'intestin, par contre, après, ça rentre dans le corps. Et c'est là qu'on s'empoisonne et que, évidemment, potentiellement, on est très malade ou on peut mourir dans certains cas. Donc, vous voyez que tout ça est majeur. Et c'est tellement majeur puisque ce sont des réflexes de défense. Aussi bien le réflexe de retrait que le réflexe nauséeux. Il est impératif que ça fonctionne bien. C'est une question de survie. Et on est bien dans le céphalo-caudal et le proximo-distal. Ce sont des choses qui se passent à la fois en haut et à la fois au centre. Il s'agit donc de mettre en place l'intégrité de la voie aérienne, respiration, et de la voie haute du système digestif. Vous savez, quand on étudie à l'école le système digestif, on commence par quoi? Par la bouche, on finit par quoi? Par l'anus, et on étudie tout ce qui se passe entre les deux. Mais c'est majeur, relisez Le charme discret de l'intestin peut-être, ça commence par la bouche, la mastication, la salivation, la déglutition, etc., etc., etc. Donc, question de survie de l'individu, et c'est intéressant, une fois que le bébé est né, certes, il aura plus tard un centre de gravité qui sera au niveau du nombril, mais c'est pas tout de suite. Oui, si je mesure le bébé, oui, si je le mets sur une balance, je peux peut-être déterminer où est son centre de gravité théorique, mais dans la pratique, il ne fait pas face à la gravité, il ne s'assoit pas, il redresse à peine sa tête, il ne se met pas debout, évidemment, donc il ne fait pas face à la gravité. Il n'a jamais fait face à la gravité dans le ventre de sa mère. Il était dans un premier temps dans un liquide amniotique et dans un second temps, vers la fin, il était encerclé de toutes parts, serré, enveloppé de toutes parts dans le corps de sa mère, entre le bassin d'une part, la colonne vertébrale de l'autre, le diaphragme par au-dessus et le ventre par devant. Les femmes qui ont eu un bébé dans leur ventre le savent bien que le bébé va pousser dans le diaphragme, pousser sur le périnée, pousser sur la colonne vertébrale et déformer presque à l'infini ce ventre maternel. C'est exceptionnel ce que les ventres des femmes sont capables de faire, cette élasticité, puis ensuite, pouf, de revenir en place une fois, quelques semaines après, une fois que le bébé est sorti. Et c'est pas une mince affaire de remettre en place ce diaphragme, ce périnée, ce ventre, et puis tous les effets que ça a eu au niveau aussi du centre de gravité, justement de la mère qui a complètement changé si rapidement et qui, quand le bébé est sorti, change de manière brutale. C'est phénoménal. Lisez le quatrième trimestre de la grossesse de Ingrid Baillot pour en savoir plus sur cette dégestation, c'est phénoménal. Donc, majeur, le bébé, certes, il apparaît au moment de la naissance, enfin, il apparaît, il subit, on pourrait dire qu'il subit, mais grâce à son système réflexe, il va pouvoir faire face à ça, mais il va subir la gravité comme ça, de plein fouet. Et c'est une très bonne chose. C'est ce qui fait qu'il va respirer, c'est ce qui fait qu'il va se mettre à bouger, c'est ce qui fait qu'il va se mettre à téter, c'est ce qui fait que tout d'un coup, nous nous retrouvons face à l'infini. Et c'est pas une boutade. On est réellement face à l'infini. Dès qu'on sort dans le monde, eh bien, le ciel s'arrête tout, demandent les enfants, il s'arrête jamais. Mais si, oui, il y a quelque chose, oui, mais c'est l'espace et il s'arrête tout nulle part. Et dites pas que c'est pas vrai parce que l'univers est en expansion. Et on ne sait pas s'il va s'arrêter un jour ou pas, ou s'il y aura... on ne sait pas, mais littéralement, c'est l'infini. Mon corps fait tout d'un coup face à l'infini, alors qu'il avait des limites, qui étaient le corps de ma mère, qui m'entourait de toutes parts, qui me contenait de toutes parts. Nous étions dans nos girons maternels, et tout d'un coup, nos corps sont face à l'infini. Waouh! Et là, en fait, ce qui va devenir le centre de gravité du bébé, c'est pas son nombril. On lui coupe son cordon, c'est logique, de toute façon, il va tomber de lui-même si on fait rien au bout de 3-4 jours. Le cordon va se dessécher et de toute façon, il va tomber de soi-même, donc aucun problème. Mais ce ne sera pas mon centre de gravité tout de suite, mon nombril. Il faudra attendre au moins 1 an
que je sois capable de marcher, et puis après de sourire, de courir, de grimper, de nager, etc., pour établir un bon centre de gravité. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout mon centre de gravité. Mon centre de gravité primaire va être tout à fait autre chose, va être la bouche et le nez. Voilà mon premier centre de gravité, si je puis dire. Alors, c'est mon premier, mais c'est mon deuxième. J'avais dit, le premier centre énergétique, c'était le nombril énergétique, dans le sens, encore une fois, je ne parle pas des trucs de énergie spirituelle ou je ne sais pas quoi, je parle de énergie au sens nourricier, nourriture, oxygène va rentrer par ce nombril via le placenta qui filtre, etc., tout ça. Donc mon premier centre de nourriture, mais ce n'était pas un centre de gravité à proprement parler, même si je tournais autour de cet axe, c'était mon premier axe qui était mon nombril, qui va se transformer à la naissance en un deuxième centre énergétique, toujours avec les mêmes notions, où on va différencier la respiration, c'est nasal, et la nourriture, c'est buccal, et où le bébé va coordonner ces deux choses-là. Et ça devient son premier centre énergético-gravitationnel, si je puis dire. Tout va graviter pour lui autour de bouche-nez. Tous les plaisirs, tous les sens, il faut savoir que le bébé, à la naissance, il a beaucoup plus de capteurs au niveau buccal, des papilles gustatives en quelque sorte, il en a beaucoup plus que nous, et il en a tout autour de la bouche. Il en a au niveau du palais, on en a au niveau des joues, de la langue. Toute sa bouche n'est que sensation. On ne se rend pas compte de ça, nous, parce que nos sensations se sont diffusées plus un peu partout dans notre corps. Mais pour le bébé, avant tout, le plus grand centre de plaisir et de ressenti, c'est la bouche. Et il va commencer à explorer le monde extérieur via sa bouche, pas via ses mains, pas via ses pieds, pas via les objets qu'il peut toucher ou par ce qu'il peut regarder, donc pas via sa vue, pas via son audition. Nous avons énormément de plaisir via notre audition, écouter de la musique par exemple, beaucoup de plaisir à regarder des choses que nous aimons, que nous trouvons belles, ou des paysages. Nous avons beaucoup de plaisir à manipuler des objets qui nous font du bien. Nous pouvons avoir beaucoup de plaisir via notre peau. Évidemment, le bébé ressent ce plaisir via sa peau, il va être caressé, choyé, etc. Et ça, c'est majeur de le savoir. Mais en tout cas, pour les autres sens, la vue, l'ouïe, la manipulation, ça va être bien moindre chez lui. En revanche, l'odorat, la succion et la respiration vont être son centre énergétique majeur, et en particulier la bouche. Donc on parle, en termes scientifiques, les kinés, les orthophonistes, les psychomotriciennes, évidemment les dentistes, orthodontistes, etc., parlent de l'importance des fonctions oraux, ça veut dire bouche, maxillo, ça veut dire mâchoire, facial, ça veut dire visage. On résume ça par OMF, oromaxillofacial. Notre premier centre de gravité, c'est ça. La tête du bébé, et entendez-vous bien, tu dis ouais, Paul, tu dis centre de gravité, mais centre de gravité, ça veut dire tu mesures, tu pèses, etc. Ouais, mais sauf que nous, notre tête, j'aurais dû savoir ce chiffre, je ne le connais pas. Bref, notre tête, elle fait 5 kilos en tant qu'adulte. Donc c'est très lourd et c'est en haut. Certes, c'est très lourd et c'est en haut. Mais vous mettez ça en lien par rapport au poids de nos deux bras, au poids de notre thorax, au poids de nos jambes, etc. Vous voyez que bon, c'est très lourd, mais ça permet d'avoir un centre de gravité au niveau du nombril. Mais en revanche, la tête du bébé, à la naissance, c'est un tiers du poids de son corps. C'est-à-dire que la tête du bébé à elle toute seule, c'est un tiers de tout le reste du poids du corps du bébé. Pour vous mettre, pour vous remettre les choses pendules à l'heure. Alors comme moi je suis nul en mathématiques, je sais diviser par 3, mais voilà, il faut que ce soit simple. Donc imaginez que vous pesiez 60 kilos. Bon, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, c'est moins que ça. Mais imaginez que vous pesiez 60 kilos. Un tiers de 60 kilos, sauf erreur de ma part, c'est 20 kilos. Donc ça sous-entendrait que vous ayez une tête de 20 kilos. Or, une tête adulte moyenne, c'est autour de 5 kilos. Donc imaginez prendre une grosse haltère, un gros haltère, j'arriverai jamais. Haltère pour moi c'est féminin, mais il faut le dire, c'est masculin. Bon, j'y arrive jamais, on dit une haltère, non, c'est un haltère. Que vous mettiez par exemple autour de la tête une grosse chaîne, vous entourez une grosse chaîne, ou ces trucs avec des scratchs qu'ils mettent pour faire des poids au niveau des chevilles, ben vous avez ça autour de la tête, et de 15 kilos, un haltère de 15 kilos. Si vous allez à la salle de gym, soulever juste un haltère de 15 kg avec les bras, c'est pas rien. Faire ce qu'on appelle des curls, des biceps curls, donc des flexions de bras avec un haltère de 15 kg, bien, hein, très bien.
Alors vous mettez, ne le faites pas, hein, surtout vous allez vous tuer, hein, mettre 15 kilos sur votre tête, surtout ne faites pas ça. Mais imaginez de mettre un haltère de 15 kilos sur votre tête, c'est reparti pour des machines, c'est pas possible. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour le bébé. C'est l'équivalent de ce que le bébé doit soulever quand il bouge sa tête. Mettez 15 kilos sur votre tête en imagination et voyez ce qui va se passer au niveau de votre tête, au niveau du cou, au niveau de vos chaînes musculaires. Je vais changer de coin. Au niveau de toutes vos coordinations, c'est énorme. C'est énorme. Or, le bébé, du coup, son centre de gravité, ça change tout. Son centre de gravité, ça change tout. Parce que son centre de gravité, c'est plus du tout le nombril. Si sa tête fait un tiers du poids du corps. Vous voyez ? Alors, évidemment, littéralement, son centre de gravité n'est pas, à proprement parler, la bouche et le nez, bien entendu. Mais je veux insister sur le fait que déjà, c'est beaucoup plus haut. Et le bébé, surtout, toute son énergie, c'est tenir sa tête, c'est maintenir sa tête. Parce que tout ce qui le motive, tout ce qui l'intéresse, c'est le plaisir qu'il a au niveau de téter. C'est un plaisir et puis c'est une question de survie qu'il doit coordonner avec sa respiration. C'est extraordinaire. Donc, je pense qu'on peut dire sans se tromper que le premier centre de gravité chez un bébé, c'est la zone de la bouche, c'est la mise en place des fonctions oromaxillofaciales, c'est la capacité de inhiber mon réflexe de retrait au niveau buccal, c'est la capacité à inhiber mon réflexe nauséeux quand il le faut, c'est la succion, c'est la déglutition, c'est la mastication, c'est la salivation, et la liste est loin d'être finie, puisqu'au niveau du visage, et je crois avoir fait un épisode spécifique sur les réflexes faciaux, les réflexes du visage, on est à 30 ou 40 fonctions différentes à ce niveau-là. Donc j'avais dit dans ce podcast, si ma mémoire est bonne, si on regarde, et c'est un truc très intéressant à faire, hein, si on regarde en termes de pourcentage de où est la plus grande innervation, entre guillemets, réflexe dans le corps, donc je vais passer par une route pour éviter la grosse machine et me retrouver sur un endroit plus calme dans un instant. Donc si on regarde en termes statistiques pures, eh bien, la zone et de loin où il y a le plus de réactions réflexes, c'est la zone faciale. C'est ce qu'on appelle les fonctions OMF, oromaxillofaciales. C'est important de savoir ça, parce que, évidemment, pour nous, ça nous dit que les réflexes, ils sont là avant tout pour une histoire de survie, d'interaction avec l'environnement, etc. Ça dit bien que chez l'être humain, la face, c'est majeur. Vous pouvez perdre un bras, vous pouvez perdre une jambe, vous pouvez perdre votre périphérie, vous pouvez vivre sans bras et sans jambes. Bon, c'est moins chouette la vie, mais on peut quand même faire des tas de choses et on en a des preuves dans les journaux de ces sportifs extraordinaires sans bras, sans jambes. Ces sportifs extraordinaires sans bras, sans jambes qui sont capables de faire des choses merveilleuses. Parce que tant que l'axe fonctionne, la vie est là. En revanche, évidemment, c'est stupide ce que je vais dire, mais en revanche, sans tête, il n'y a rien qui est possible, sans axe. Vous voyez ce développement céphalo-caudal et proximo-distal, à quel point on retrouve ça dans tous ces... En fait, c'est une évidence, on le sait, mais on ne le réalise pas dans la vie quotidienne, l'importance de tout ça. Et nous, en tant que professionnels, en intégration motrice primordiale, mais je devrais ajouter les kinés, les ostéos, les orthophonistes, les psychomotes, etc., on devrait savoir cette importance-là et on devrait travailler avec ces priorités-là. Et pourquoi je dis ça ? Encore quelques voitures, j'en suis désolé. Pourquoi je dis ça ? Parce que très souvent, évidemment, quand quelqu'un a un problème, une difficulté, une incapacité, ce qui nous saute le plus aux yeux, ce sont ces incapacités au niveau périphérique. Un enfant a du mal à écrire, par exemple. Et du coup, on se dit, on va lui faire de l'écriture. Il a du mal à écrire, je vais lui faire de l'écriture. Mais les psychomotriciennes plus informées que les autres sur ce sujet-là, et nous, en intégration motrice primordiale, on n'est pas du tout psychomotricienne, on n'est pas du tout capable de faire ce qu'elles font, en ne faisant pas des prises en charge comme elles font. Évidemment, ça n'a rien à voir. On a d'une part une formation sur plusieurs années universitaires, et nous, une formation sur 7 séminaires. Donc, il faut remettre les choses en perspective. Voilà, j'arrive, je m'éloigne de la grosse route.
Mais ça, vous savez que c'est du direct live, j'en suis désolé. Eh bien, les ah non, c'est pas possible. Eh bien, les psychomotriciennes, mieux informées que les autres, évidemment, sur ce sujet-là, j'entends, eh bien, savent que quand un enfant a des difficultés d'écriture, il va falloir regarder les choses en proximo-distal, travailler le centre avant de commencer à faire des lignes d'écriture et de travailler la périphérie. Et ce qui parfois est très incompris par des parents qui ne comprennent pas en disant mais il a du mal à écrire. Et chez le psychomote, ils nous disent il fait des jeux. Ben oui, parce qu'il va travailler l'équilibre, il va travailler la proprioception, il va travailler son système tactile, il va travailler tout ce qui est central. Parce que le développement se fait du centre vers la périphérie. Et donc, s'il y a une difficulté avec la périphérie, il faut d'abord remettre le centre en place et ensuite on va reconnecter cette périphérie. Or, on commence à faire des lignes d'écriture à des enfants qui vont faire ça toute leur vie sans réelle avancée. Alors que dès qu'on retravaille le centre, eh bien, on va pouvoir reconnecter. Donc nous, en intégration motrice primordiale, et évidemment, normalement, les orthophonistes, les psychomotes, les ergothérapeutes et certains kinésithérapeutes savent bien cette notion-là. Et c'est accorder beaucoup d'importance aussi, donc là je viens de dire au centre, mais donc au centre des centres, au premier centre de gravité, qui est les fonctions oromaxillofaciales. Je vais vous donner juste 2 ou 3 exemples maintenant, et puis évidemment je pourrais m'étendre pendant des heures sur le sujet, mais tout le monde vous dira par exemple, un kiné, c'est ça qui est amusant. Si vous demandez à un kiné, ils vont vous dire les gens ne savent pas respirer. Ah, ils ont mal, ils bloquent la respiration. Je leur demande de faire un mouvement de rééducation, ils bloquent la respiration. Ça ne va pas, le diaphragme est bloqué. Et donc ça tire sur ces chaînes musculaires, myofaciales, etc. Puis vous discutez avec une orthophoniste, elle dit oh là là, les gens, le placement de la langue, la respiration, ils font des apnées du sommeil, ils ont des etc., etc. Et puis vous discutez avec une psychomote, même chose, un coach sportif, même chose, un psychologue, même chose. Donc on est d'accord que dès qu'il y a une difficulté chez quelqu'un, corporelle, émotionnelle ou cognitive, eh bien ça se voit au niveau de la respiration. Et pour qui est formé aux fonctions oromaxillofaciales, on voit des signes qui ne trompent pas. Position de la langue basse, la langue ne prend pas sa place dans la bouche. Je suis sidéré de voir les milliers de professionnels, alors j'exagère là, les centaines de professionnels qu'on forme chaque année, et que j'ai dit, mettez la langue dans sa position naturelle quand vous faites tel et tel mouvement qu'on enseigne en IMP, et qui disent, c'est quoi la position naturelle de la langue? Ils nous regardent avec des grands yeux. Je dis, comment ça? Évidemment, les orthophonistes qui sont dans la salle sont outrés que les gens ne savent pas, si je puis dire, quelle est la position naturelle de la langue. Eh bien, c'est au palais. Voilà, la langue, quand elle est relaxée, elle est en position haute. Le bout de la langue vient en arrière des dents, enfin des insertions des dents, sur ce qu'on appelle le spot, juste en haut du palais, etc. Donc, pour ceux qui savent regarder, on voit les gens ont une position de langue basse. Ils ont tendance à respirer par la bouche, même quand ils vont faire du sport ou quand ils vont se mettre à écrire ou à lire, etc. Ce qui va entraîner des cernes au niveau des yeux, ce qui va entraîner un changement de coloration de la peau, ce qui va entraîner, pour des raisons de palais qui se forment et de position de langue, etc., un visage plus allongé, qui va entraîner le fait que j'ai plus du mal à sourire et exprimer certaines émotions. C'est gigantissime. Là, c'est des heures de formation que je ne peux pas vous résumer ainsi. Et donc, ce centre de gravité est majeur, car oui, si je veux organiser mon mouvement, mon centre de gravité, c'est au niveau du nombril, et c'est ce qu'en IMP on enseigne comme l'étoile à 6 branches, centre, périphérie. Mais la première branche de cette étoile à 6 branches est la branche nombril-bouche. La deuxième, c'est nombril-sacrum. Troisième, nombril-bras dominant. Quatrième, nombril-bras non dominant. Cinquième, nombril, jambe dominante. Sixième, nombril, jambe non dominante. Ça veut dire nombril, membres inférieurs, nombril, membres supérieurs, nombril, bouche, nombril, sacrum. Tout ça doit être organisé en permanence. Quand je bouge, quand je suis assis à mon bureau, quand je suis à l'école, quand je fais du sport, quand je nage, quand je danse, etc. Tout ça doit être organisé. Mais ça ne peut fonctionner correctement que si mon centre de gravité, que je vais dire primaire dans le sens, dans le développement utérin, vous vous rappelez réflexe nauséeux, réflexe de retrait au niveau péribuccal, et mon sens primaire, mon centre de gravité primaire au niveau du bébé qui vient au monde et qui active d'abord sa succion, déglutition, respiration, donc au niveau de ces voies-là. Si je veux faire quoi que ce soit dans la vie et que mes deux centres de gravité sont en dysfonctionnement, l'un ou l'autre, quand l'un est en dysfonctionnement, il va entraîner l'autre. Puisque c'est cette ligne de gravité, et on arrive à la fin de cet épisode de podcast, ma ligne de gravité passe par ces deux centres.
Au niveau de mon visage, le centre, ça va être la région justement parce que cette ligne de gravité, c'est pas la ligne médiane, elle passe pas devant moi au niveau de mon nez, elle passe au centre, à l'apex du crâne, à la fontanelle, à la fontanelle là-haut, elle passe là, cette ligne, et elle arrive au milieu du périnée, entre les deux jambes. Donc, cette ligne, quand elle me traverse au niveau du crâne, elle traverse pas mes lèvres, elle traverse à l'intérieur, quelque part au niveau de la gorge, là où se croisent respiration, déglutition, d'une certaine manière. Donc ce centre-là, s'il dysfonctionne, et c'est aujourd'hui un phénomène de santé majeur, on a un dysfonctionnement qui devient généralisé dans la population. Alors, je ne vais pas m'étendre dans tous les sens sur ce sujet-là, mais on a aujourd'hui, à cause de perturbateurs endocriniens, troubles ceci, troubles cela, carences alimentaires, tout un tas d'autres choses, mais c'est vaste. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'études sur le sujet qui mettent ça en évidence. On a une explosion d'un certain nombre de pathologies, vous le savez, hein, au niveau générationnel, comme, euh, euh, j'allais dire l'autisme, comme évidemment des pathologies au niveau de enfants respirateurs buccales, troubles de la déglutition, etc. Et avec les fameuses plagiocéphalies et tout un tas d'autres choses qui se passent au niveau. On a tous ces enfants qui souffrent de dysfonction oromaxillofaciale dès la naissance. Donc si ça dysfonctionne, je vais avoir du mal à mettre en place ma ligne de gravité et d'organiser mes mouvements de la tête qui font un tiers de mon poids de mon corps avec tout le reste. J'aurai du mal à mettre ma langue au palais. Qui dit j'ai du mal à mettre ma langue au palais, dit je vais avoir des difficultés au niveau mastication, déglutition, la respiration va être entravée, ma coordination au niveau motricité autour de mes chaînes musculaires va être entravée. Il y a tout un tas de choses qui va être gêné dans mon développement psychomoteur global. Et puis après, l'enfant, autour de cette ligne de gravité, il va explorer comment cette ligne de gravité, pas verticalement, il va l'explorer au sol, quand il est sur le ventre, quand il est sur le dos. Un des mouvements les plus importants qu'il va mettre en place, ce sont les retournements, dos-ventre, ventre-dos. Ces retournements se font autour de cette ligne. Et ces retournements vont se faire soit du haut vers le bas, la tête se tourne, c'est ce qu'on appelle le réflexe de retournement segmentaire. Il regarde quelque chose, il écoute quelque chose, et grâce à son réflexe tonique asymétrique, du coup, il va entraîner ses bras et sa jambe de ce côté-là. Il va enclencher plus tard un réflexe dit de retournement segmentaire qui fait qu'il peut retourner quand les yeux vont d'un côté ou les oreilles pour écouter, la tête tourne, qui entraîne les épaules, qui entraîne le bassin, et hop, je suis retourné. Donc il va y avoir un retournement segmentaire qui se fait de haut en bas, mais évidemment de bas en haut aussi, à partir des jambes. Donc le bébé va connecter via ces retournements. Il va connecter quoi? Il va connecter son centre de gravité péribuccal avec son centre. Alors je dis péribuccal, mais vous avez compris que c'est comme pour le nombril, c'est pas le nombril, c'est au centre du corps, à l'intérieur. Le tantien, disent les Chinois, c'est un centre qui est entre le sacrum et le nombril. C'est au milieu de mon corps, hein, entendons-nous bien. Même chose pour ce centre de gravité au niveau péribuccal, mais qui est à l'intérieur, je devrais dire au niveau de la gorge. Il doit y avoir un centre précis que je ne connais pas anatomiquement, il faudra que je me renseigne. Eh bien, ces centres de gravité supérieurs et ce centre de gravité inférieur, puisque après, après il n'y a plus rien, c'est l'espace entre mes jambes. Donc voilà. Donc ces deux centres de gravité vont se coordonner de haut en bas, de bas en haut, encore et encore, mettre en place cette ligne médiane. Puis l'enfant va s'asseoir et apprendre à aligner ces deux centres de gravité, et c'est pas une mince affaire, parce que la tête est très lourde. Donc il faut qu'il organise son centre de gravité en haut avec son centre de gravité ce qui sera le bas de son corps. Quand vous êtes assis, le plus bas, c'est le bassin. Donc c'est pas les jambes, c'est pas les pieds. Donc il faut qu'il organise son centre de gravité du haut, la tête, son centre de gravité du bas, la région du nombril, pour tenir en équilibre avec toute cette colonne vertébrale et tous les mécanismes, système vestibulaire, etc., proprioceptifs dont j'ai parlé, tous ces vecteurs de force, etc. Et puis ensuite, la prouesse phénoménale, faire ça en équilibre sur ses deux pieds. Waouh, c'est pas une mince affaire. Pas une mince affaire. Et là encore, sans arrêt, mes deux centres de gravité supérieurs, la tête très lourde, et le centre du corps, le noyau du corps, doivent se coordonner dès que je fais un mouvement de montée-descente, dès que je fais un mouvement qui implique droite-gauche, dès que je fais un mouvement qui implique haut-bas. C'est l'alignement corporel que nous avons. On peut le symboliser si je mets une main sur mon ventre, un doigt de part et d'autre de mes lèvres, au-dessus, en dessous, ou un pouce au niveau de la lèvre inférieure et deux doigts au niveau de la lèvre supérieure. Si je m'aligne comme ça, je mets une main au niveau de la bouche, une main au niveau
de mon nombril. Vous pouvez sentir ce que c'est. Ces 2 points-là sont alignés en permanence et que si je fais des rotations, des mouvements, etc., tout passe à partir de ça. Un déséquilibre dans l'un entraîne un déséquilibre dans l'autre et toutes mes fonctions corporelles, même j'ai envie de dire psychiques là tout de suite, mes fonctions corporelles, mes fonctions organisationnelles, posturales, etc., passent par tout ça. Et donc nous, en IMP, on va travailler de plein de manières différentes sur tout ça. Voilà, maintenant ça va être un chien-chien qui aboie. Donc est-ce que c'est mieux le chien ou les voitures? On ne sait pas. Donc en IMP, évidemment, on va avoir plein de moyens pour travailler à ces 2 niveaux-là. Et il se trouve que ce n'est pas par hasard que depuis de nombreuses années maintenant, en IMP, nous avons introduit, en première instance, le travail sur les toiles à 6 branches, et en particulier cette première branche, nombril-bouche. Et je vais faire un tout petit détour ici, très très court. Quand j'ai fait mes premières études autour des réflexes archaïques et des réflexes de vie, c'est fait, entre autres, j'ai été professeur de son approche, le MNRI, avec Svetlana Mazgutova, qui est d'origine russe. Quand je l'ai rencontrée, elle vivait en Pologne et maintenant elle vit aux États-Unis. Svetlana Mazgutova, elle enseigne les réflexes archaïques, l'agrippement, le moro, etc., etc. Et puis dans un cours plus avancé, elle enseigne ce qu'elle appelle les réflexes de vie, et dans lequel on trouve ce réflexe d'étoile à 6 branches. C'est pas elle qui l'a inventé, cette notion d'étoile à 6 branches ou de radiation du nombril. À ma connaissance, la première personne qui en a parlé s'appelle Bonnie Bedbridge Cohen. C'était une danseuse. J'ai déjà parlé de ça et j'ai fait un épisode de podcast sur l'étoile à 6 branches. Écoutez-le si vous avez besoin. Donc, Bonnie Bedbridge Cohen. Étoile à 6 branches. Mazgutova, elle enseigne ça dans un cours avancé. Alors depuis, elle a même un cours spécifique sur les 8 stratégies motrices primordiales, et dans lequel elle insiste sur cette étoile à 6 branches avec des procédures spécifiques. Notez que ce cours est quasiment jamais enseigné. Elle a créé ce cours, mais il est très peu enseigné malheureusement. Mais voilà. Quand on discute, en tout cas à l'époque, je ne sais pas, aujourd'hui, la dernière fois que j'ai vu et que j'ai eu des cours avec Mazgutova, ça remonte, mais à l'époque, elle disait clairement que statistiquement, quand elle travaille avec des gens, et le réflexe le plus important, si on ne sait pas par quoi commencer, c'est l'étoile à 6 branches. C'est le truc. Non, c'est pas le moro, non, c'est pas l'agrippement, non, c'est pas le fameux RPP, non, c'est pas le spinal de Galant ou le réflexe des pieds comme le Babinski, etc. Non. Le réflexe le plus important travaille dans le handicap, travaille dans le trauma, je précise à Mazgutova, ses 2 grands passions dans la vie, c'est le polyhandicap et les gens, le stress post-traumatique. Je vous rappelle, elle est docteure en psychologie, c'est son gros truc. Étoile à 6 branches. Du coup, moi, quand j'ai créé l'IMP en 2010, première formation a eu lieu en 2011, je dis si, et de fait, évidemment, mon expérience en cabinet et les gens avec lesquels je travaille, les gens qui sont formés avec Mazgutova me rapportent la même chose. Étoile à 6 branches, c'est prioritaire. Donc moi, quand j'ai créé l'IMP, j'ai dit qu'est-ce qu'on va mettre dans ce premier séminaire et quelle est la première chose qu'on va enseigner? Vous savez quoi? L'étoile à 6 branches. Pourquoi le mettre dans un cours avancé si c'est la chose que les gens devraient connaître en premier et faire en premier? D'autant plus que c'est assez facile à faire, à comprendre, à mettre en place. Ce n'est pas des techniques très avancées qui nécessitent d'avoir fait plein de stages pour les appréhender, du tout. Donc, voilà. Et puis ça prend du sens parce que, alors Mazgutova ne le fait pas parce qu'elle n'a pas connaissance de ça. Enfin, maintenant oui, bien sûr, mais quand on va faire les bercements, on va travailler sur cette étoile à 6 branches. Elle ne connaît pas les réinitialisations motrices primordiales, les resets de Tim Anderson. On a cette chance de travailler avec Tim Anderson. Et un des mouvements majeurs, c'est je n'invente rien. Chez Tim Anderson, ce fameux coach qui a mis en place la méthode Original Strength, si populaire au niveau mondial, et dont on a la chance d'être le représentant en France, le premier truc, c'est 1, la respiration nasale. 2, le contrôle de la tête. C'est ce centre de gravité là, avec plein de mouvements, contrôle de la tête, hochement de tête, etc. 3, les retournements. Je m'arrête là. 1, respiration. 2, hochement de tête. 3, retournements. Premier centre de gravité du corps, c'est au niveau céphalo-caudal, proximo-distal. C'est les fonctions oro-maxillo-faciales. Et dans son cours, venez dans ses cours une fois par an, on invite Tim Anderson, connectez-vous sur reflex.org pour avoir les dates dans le cours complémentaire. Franchement, j'en fais la pub, mais c'est 2 jours. C'est Tim Anderson plus un kinésithérapeute. C'est Tim Anderson plus un kinésithérapeute, Dan Barrow, qui donne le cours.
parce que le kinésithérapeute apporte lui tout l'aspect neuro, physio, etc. Et puis Tim Anderson, les mouvements qu'il a mis au point. Donc c'est absolument génial. Ils insistent encore et encore et encore. Position de la langue, respiration nasale, importance pour telle et telle et telle raison. Et ce n'est qu'à partir de là que peut se mettre en place toute la fondation motrice humaine. Donc oui, on nous dit le centre de gravité, c'est le nombril, mais la réalité neurologique, c'est que c'est certes les vecteurs de force chez un humain adulte, c'est le nombril, mais ça se met en place en céphalo-caudal, ça commence par la bouche, et c'est là que les choses se mettent en place avant tout. Et quand on travaille avec des personnes âgées, des enfants en difficulté scolaire, des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, et que sais-je, la liste est infinie, puisque c'est pour tout être humain, quand on travaille avec tout humain, on a beaucoup plus intérêt à travailler dans cet ordre-là pour améliorer les choses. Il y a des exceptions, bien sûr, quand quelqu'un vient nous voir, mais voilà. Donc en IMP, on va avoir tout un arsenal de choses pour travailler cette étoile à 6 branches, mais pour travailler à la fois tout ce qui est oro-maxillofacial. Oh, j'ai peur de chiens qui me couraient. Après, heureusement, la maîtresse, au moment où ils allaient arriver à moi, les ont rappelés. J'ai une petite sueur froide. Vous êtes en direct live. Je prends des risques pour faire ce podcast. Bon, c'est des tout petits chiens, mais c'est ceux qui mordent. Du coup, je perds le fil de ma pensée, les émotions m'ont envahi. Double inspire, soupir physiologique et expire. Retour au calme. Donc, on va avoir tout un travail spécifique en IMP sur les réflexes du visage, sur les réflexes faciaux, etc. Je vous le dis en avant-première pour les gens qui m'écoutent, je suis fin janvier 2026. Nous lançons, vous comprenez ma passion sur le sujet, avec une des plus grandes expertes mondiales sur le sujet, et la plus grande experte francophone mondiale sur le sujet, la docteure Caroline Deville. On va lancer une formation spécifique IMP-OMF. Non, c'est pas une blague. Tellement c'est important pour tout ce qui est la langue, la succion, la déglutition, le palais, comment on évalue, les études scientifiques, etc. Et vous comprendrez pourquoi je suis passionné. On va publier un livre, le premier livre sur le sujet énorme, 400 pages sur ce sujet, qui va s'appeler tout simplement les fonctions oromaxillofaciales. Énorme, il sort début mai aux éditions Ressources Primordiales. Évidemment, tout ça a l'air d'être publicitaire, et c'est la passion qui nous emporte, parce que ces sujets sont aujourd'hui un phénomène de société, un enjeu de société majeur. Donc on est hyper content de vous dire que ça fait évidemment des années qu'on travaille sur ces sujets-là. Depuis l'origine de l'IMP, on travaille sur les réflexes faciaux et sur l'étoile à 6 branches, etc. Donc c'est pas nouveau, c'est pas genre un truc, c'est la dernière mode qui apparaît. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. Mais il nous manquait des experts pour travailler sur le sujet. On a les experts, on a des choses, et on vous a réservé une surprise qui va apparaître dans les jours qui suivent. En mai 2026, on lance le premier congrès de l'IMP autour des fonctions oromaxillofaciales. Si vous m'écoutez après la date, évidemment, de mars 2026, parce que les podcasts, il reste des années, eh bien, vous pourrez retrouver le livre sur ressources primordiales et les formations qu'on organise sur reflex.org. Donc, je termine en IMP. On va pouvoir travailler en intégration motrice primordiale. Vous voyez ce mot primordial ? On va travailler beaucoup au niveau de ces deux centres de gravité. Évidemment, ces deux centres de gravité, c'est d'eux que partent tout, et tout notre schéma corporel va se forger, se former autour de ces deux centres de gravité, autour de ma ligne de gravité. Et donc on va retrouver dans mon schéma corporel 6 points majeurs, c'est comme un hexagone. On va retrouver au niveau de ce schéma corporel, alors je dis schéma corporel, c'est psychocorporel évidemment, parce que mes émotions affectent ma perception de mon schéma corporel, et mon schéma corporel affecte la manière dont je pense et la manière dont je ressens les choses. Donc c'est vraiment psychocorporel. Donc ce schéma psychocorporel, eh bien, il implique, nous disent les experts, c'est pas moi qui invente le schéma corporel, toutes les réactions d'équilibre et de gravité, je crois que j'en ai assez parlé dans ce podcast. 2, toutes les fonctions oromaxillofaciales, ça va. 3, la respiration, on est d'accord. 4, la mise en place d'une latéralité, d'une latéralisation, c'est majeur chez l'être humain, œil dominant, oreille dominante, main dominante, pied dominante. À partir de là, on peut organiser le mouvement. 5, la régulation du tonus musculaire, et 6, la coordination. Alors, quand on parle de régulation du tonus musculaire et de coordination, il s'agit de régulation du tonus musculaire
de chaque segment corporel est globale, donc intersegmentaire et globale. Et même chose, c'est la coordination intersegmentaire et globale. Donc, ces 6 points forment notre schéma corporel, la manière dont on se représente nous-mêmes, la manière dont on agit et on interagit dans le monde, physiquement, psychiquement, cognitivement, c'est à travers ce schéma corporel. C'est cette représentation que j'ai de moi, cette représentation, je me la forge par toutes mes expériences motrices primordiales que j'ai fait bébé, par toutes les expériences motrices que je fais dans ma vie, mais aussi par tout ce que je vois, ce que j'entends sur c'est quoi une image corporelle, c'est comment sont les autres, je me compare par rapport aux autres, je vois les modèles que me représente la société, l'image qu'on m'a renvoyée, mes parents, mes proches, etc., de comment je suis, comment je bouge, comment je me ressens. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un sujet très vaste, et c'est le cœur de l'IMP. L'IMP, c'est pas juste une histoire de réflexe. L'IMP, c'est comment j'utilise toutes les connaissances que je viens d'évoquer pour travailler sur cette globalité. Et c'est pourquoi, sur les bancs de l'école de l'IMP, alors c'est une blague parce qu'on travaille au sol la plupart du temps, on est assis par terre, même s'il y a des chaises pour les gens qui ont besoin de chaises, mais sur les bancs de l'école ou sur les tapis gym de l'IMP, nous retrouvons assis dans chaque séminaire, vous avez au moins un, un ou une kiné, une orthophoniste, une psychomote, une ergothérapeute, un coach sportif, et comme c'était le cas dans le cours qu'on me donnait hier, des psys ou des thérapeutes qui font de la kinésiologie, de l'EMDR, de l'EFT. Voilà. On va retrouver aussi des enseignants, on va retrouver un nombre de professions très différents, mais qui se rendent compte, qui parlent exactement le même langage, et qu'apprendre cette notion de schéma corporel et de travailler sur tous les aspects de ce schéma, incluant ces 2 centres de gravité, incluant l'étoile à 6 branches, incluant les fonctions OMF, etc., eh bien, ils se rendent compte qu'en fin de compte, c'est les mêmes connaissances qui sont utiles pour être plus efficace en thérapie, pour être plus efficace en rééducation kinésithérapeutique, pour être plus efficace en orthophonie, etc., etc. Évidemment, l'IMP ne vient pas remplacer ces professions. Elle vient rajouter une couche de compréhension à travers, cette compréhension du schéma corporel et du système réflexe, que je appelle la matrice réflexe, dans lequel on est tous passés et qui est toujours là pour nous en cas de besoin. Donc voilà, cet épisode, j'espère que ça vous a plu, sur nos 2 centres de gravité et donc le schéma corporel humain. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve très prochainement pour un autre épisode de podcast.